Bonsoir. Alors, je vais être peut-être un peu plus générale parce que je vais parler, en fait, essayer de parler des stratégies d'invisibilisation et qui sont très anciennes. C'est une très longue histoire. Et aujourd'hui, celle d'hier et celle qui continue aujourd'hui et les nouvelles. Et donc, les stratégies contre ces processus d'invisibilisation. L'invisibilisation, elle est là dès le départ, dès que le moment où l'Europe se lance dans la conquête du monde. Ça commence aussitôt. Ça ne se prend pas, c'est dès le XVIe siècle, avec un peu ce que Frantz Fanon appelle la zone de l'être et la zone du non-être. C'est-à-dire, il se dit que le monde est divisé à ce moment-là entre une humanité dont la vie compte et une humanité dont la vie ne compte pas. Donc, dans la zone de non-être vivent évidemment toutes ces personnes, à qui finalement rien n'est reconnu. Donc une des stratégies, le système colonial a essayé quand même de tout coloniser, le moindre espace de la vie quotidienne. On le sait, sous l'esclavage colonial, le code noir signifiait tout moment de la vie des esclavagisés était regardé, surveillé, et il y avait une punition en face ou une manière de régler les choses. Il n'y avait aucun espace d'autonomie. Les espaces d'autonomie ont été gagnés par les luttes, mais tout était mis en place pour un système de surveillance presque total, avant même tous les outils de surveillance d'aujourd'hui. Donc on voit que dès le départ, la question de tout surveiller, de tout coloniser, le moindre espace, est vraiment absolument associée à toute question de colonisation. Donc on a un effacement des cultures très rapidement, on a très rapidement des récits totalement faux, mais qui deviennent des légendes, comme la conquête par Cortés du Mexique, où on dit que finalement il est rentré là-dedans très facilement, alors qu'il s'est confronté à de vraies résistances. Il y a aussi le fait de destruction, des villes entières sont détruites, qui donc effacent aussi quelque chose. Mexico City est entièrement détruite, mais on a aussi la grande ville du Bénin, Bénin City, qui était aussi grande qu'Amsterdam au XIVe siècle et qui va être entièrement rasée en 1897, mais entièrement rasée, brûlée jusqu'au sol, et dont le patrimoine volé va aller au British Museum. Tombouctou aussi, qui au XIVe siècle abritait 25 000 étudiants et qui va vraiment aussi tomber. Enfin, on a des villes comme Kilwa, Mombasa qui sont détruites. On sait que Pékin a été saccagé. Je veux dire, donc ça, la destruction va être importante dans le processus d'invisibilisation. On a le vol de patrimoine. On sait que presque 90% du patrimoine africain est en dehors du continent africain et dans les musées. Donc ça veut dire que ça retire aussi aux personnes qui ne peuvent pas se nourrir de ce patrimoine tout au long des générations qui suivent. Parce qu'une fois que c'est volé, je veux dire, ça a donc à manquer aux générations. Alors qu'ici, les générations d'artistes ou de poètes, tout ça, pouvaient aller au musée, voir ces objets, s'en inspirer, créer, recréer des choses. Donc ça, c'est vraiment une question d'invisibilisation avec un effet. Donc le vol, il y a aussi l'ignorance qui est d'hier et d'aujourd'hui en totale impunité. Récemment, on a pu voir à la télévision une femme écrivaine donner en toute tranquillité, démontrer sa totale ignorance de l'histoire de l'esclavage colonial, s'excuser 2 jours après, mais en fait, finalement, en ne pensant pas du tout qu'elle avait une responsabilité à aller se mettre à lire au moins 10 livres là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a aucune responsabilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du joueur de foot qui s'était grimé en blackface et qui, après, alors, quand devant la protestation, a dit qu'il s'excusait. Mais donc, on est ignorant et on étale son ignorance. On peut s'excuser après, mais ça ne fait rien. C'est quand même en totale impunité. Il n'y a pas de sanction, vraiment. Il n'y a aucune sanction réelle, profondément. Donc, en fait, finalement, l'ignorance sur les faits de l'esclavage et du colonialisme sont tout à fait légitimées. Je veux dire, il n'y a pas, vaguement, on peut dire, mais du moment qu'ils présentent les excuses, ça suffit. Donc ça, ça fait partie. Les institutions ont contribué au processus d'effacement, et les musées, évidemment, mais aussi les bibliothèques, ce que Valentin Mudimbe, le philosophe africain, appelle la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire que tout est ce qu'on appelle l'Afrique, ou ce qu'on appelle l'Asie, ou ce qu'on appelle les Amériques ou les Caraïbes, vont être construites par cette bibliothèque coloniale. Et c'est à travers cette bibliothèque coloniale que les connaissances et les savoirs sont diffusés. Donc certaines, évidemment, visions très particulières. Les disciplines universitaires qui vont se faire pour effectivement perpétuer un certain savoir, enfin construire aussi, que ce soit l'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire, le droit, vont être mises en place effectivement pour contribuer à cet effacement.
Ensuite, évidemment, au cours des siècles, on peut penser à l'invention du cinéma qui va être extrêmement importante, l'invention de la photographie va être extrêmement importante pour la diffusion, mais aussi la littérature jeunesse qui, dès le début du XXe siècle, va être extrêmement importante dans la diffusion de certaines représentations, de certaines représentations racistes, évidemment. Et puis, donc, on voit aussi toutes ces institutions vont diffuser, vont contribuer à l'effacement et l'invisibilisation. Construire un monde où toute une partie du monde est effacée, toute une partie de l'humanité est ou effacée ou alors décrite de manière négative. Donc c'est vraiment un énorme qui s'étale sur plusieurs siècles, c'est pas du tout. Il y a des idéologies, bon évidemment il y a le racisme, mais il y a aussi l'orientalisme qui va en construire un Orient totalement fantasmé, qui va avoir un énorme impact dans la peinture, dans les arts, dans la manière je veux dire, au début, on avait fait un travail avec Gerty Dambury qui est dans la salle, là-dessus, c'était incroyable. Je veux dire, l'orientalisme, on a oublié à quel point ça a été important en France. Ça a duré presque un siècle, diffusé par la musique, par la poésie, par la littérature, par la peinture, dès qu'il y a eu de l'imprimerie, par les calendriers, les posters, etc. Donc vraiment, comme disait Édouard Saïd, l'Orient est une invention de l'Occident. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Orient est une invention de l'Occident. Donc avec les effets politiques que l'on connaît. Donc ça fait partie aussi de ces stratégies d'effacement. Actuellement, par exemple, je donne un exemple concret, il y a au musée d'Orsay une exposition qui s'appelle Le modèle noir de Géricault à Matisse et qui commence pour des raisons assez étranges, parce que le modèle noir, les organisateurs de l'exposition vous disent que c'est le modèle en tant que professionnel, la personne qui posait, qui était payée pour poser, donc faisait modèle, et aussi modèle en tant que porteur de valeurs, donc la personne qui porte les valeurs, donc le rôle modèle, comme on dit. Et en fait, ça commence avec l'esclavage, l'abolition de l'esclavage, alors on ne voit pas en quoi, quelle est la relation, c'est surtout que ça met en avant la grande générosité de la France d'accorder l'abolition de l'esclavage en 1848, et pratiquement pas dit que l'esclavage est restauré en 1802, que donc la France est le seul État en Europe à avoir connu 2 abolitions de l'esclavage. 1794, la première, sous l'impulsion de la révolution haïtienne dont parlait Sonia, qui sont donc poussés, l'Assemblée constituante est poussée à passer ce décret, et c'est rétabli en 1802 par Napoléon. Donc on peut, en fait, tous ces faits sont ignorés, mais ça, dans un musée, mais ce n'est sans aucun problème. La révolution haïtienne, c'est un tout petit tableau dans un coin qu'on voit à peine, qu'on n'est pas obligé de voir si on ne le voit pas. Il y a toute une série de choses qui sont mises en place, qui de nouveau construisent un récit, enfin, qui est. Il y a eu du racisme, c'était mal, mais maintenant c'est réparé. Grâce à cette exposition et donc grâce au travail des musées français, grâce à la République. Et donc ça fait un effacement. C'est-à-dire cette stratégie où on dit pour ne pas tout dire. On dit un peu quand même, parce qu'il faut quand même aujourd'hui, il faut quand même dire un peu. On ne peut plus ne pas rien dire. Donc on dit un petit peu des choses, mais dans le même temps, on efface. Donc il y a ça, et puis aussitôt c'est effacé. Bon, l'exposition est totalement problématique du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucun artiste noir de France, pour parler comme ça, ou de ce qu'on appelle les Outre-mer. Il y a des artistes comme si, effectivement, donc il n'y avait que les regards des peintres français sur ces personnes qui étaient possibles. Il n'y a pas donc de regard en retour, sauf d'artistes noirs américains, mais c'est quand même pas la même chose. Donc ça, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, cette exposition est en ce moment, et elle construit de nouveau une invisibilisation, mais en montrant. Donc c'est un nouveau processus, c'est-à-dire que quand même avec les luttes, les institutions comprennent qu'il faut en montrer un peu, mais comment, et donc c'est à nous d'analyser comment finalement il y a de nouveaux processus d'effacement en ouvrant quand même un tout petit peu la porte. Hein, on ouvre un petit peu la porte. Il y a aussi un autre qui a contribué justement à la visibilisation. Alors on n'y pense pas nécessairement, c'est que dans les années 80, au début des années 80, il y a eu ce que j'appelle l'anti-anticolonialisme. C'est-à-dire que même des personnes qui avaient participé, qui avaient soutenu les luttes, ont dit, mais regarde, nous on a soutenu la décolonisation, mais regardez où ça a mené. Des dictatures en Afrique subsaharienne, l'Algérie, les femmes sont voilées, il y a l'islam, donc voilà, tout est perdu, quoi. Je veux dire, en fait, finalement, on a eu des illusions. Et c'est porté par des gens de gauche. Je vous rappelle la publication d'un livre en 1983, Le sanglot de l'homme blanc, de Pascal Bruckner, qui a eu un énorme succès, et qui, il y a encore quelques années, était repris par Le Monde.
tiers-monde, en disant que c'était un livre prémonitoire extrêmement important. Dans Le sanglot de l'homme blanc, ce que dit Bruckner, il dit qu'il y a eu en fait une haine de soi des Européens qui a construit le tiers-mondisme. Et donc, tout d'un coup, on s'est mis à aimer les gens du tiers-monde. Et alors, il a cette phrase, il dit « Ça a construit un sud radieux, peuplé d'agneaux et de martyrs, face à un nord rapace, habité de loups et de nantis. » Et que donc, on y a cru, et qu'en fait, les agneaux du tiers-monde se sont révélés être des bourreaux. Et donc, il faut faire face à ça. Donc, on a déjà, ça c'est 83, on a déjà, je veux dire, l'anticolonialisme a contribué à l'effacement, parce que finalement, ces luttes, elles avaient eu lieu, mais elles n'avaient pas apporté ce qu'on attendait d'elles. Et même nous, qui étions les bons Français qui avaient soutenu. Donc, on voit, et ça, c'est venu de la gauche. C'est pas venu, et ça, c'était important. Si c'était venu de la droite, ça n'aurait pas eu le même effet. C'est venu de gens qui sont de gauche. Donc ça a été vraiment une stratégie aussi. C'est-à-dire que du coup, ces combats ont été vus de manière négative toujours. Donc c'était communautariste, ou c'était ceci, ou c'était cela. Ce n'était plus des combats. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, qui ne pouvait pas aller. Donc il fallait remplacer la marge de la dignité par SOS racisme, il fallait remplacer les luttes des femmes racisées par Ni pute ni soumise, etc. Donc tout ça, c'était aussi. Il y a aussi l'invention de la concurrence des mémoires. Moi, je pense que c'est totalement une invention des gouvernements. Ça n'a jamais existé, vraiment, parmi les gens. Je veux dire, peut-être 2-3 personnes comme ça, mais ça n'a jamais été des mouvements. Moi, j'ai lutté dès 98 pour la reconnaissance des mémoires de l'esclavage, puisque 1998, c'était le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, et que le gouvernement français, sous Jospin, avait choisi de célébrer l'abolitionnisme français. Et que donc nous avons été plusieurs à dire, mais on commence quand même par les révoltes d'esclaves, parce que c'est les premiers, ils n'ont jamais arrêté. Jamais. Les révoltes étaient punies de manière extrêmement terrible, les gens étaient massacrés, torturés, tués publiquement, pour faire exemple, et ils n'ont jamais cessé. Les 4 siècles qu'ont duré l'esclavage sont 4 siècles de révolte, d'insurrection, de marronnage, de suicide aussi pour résister. Enfin, je veux dire, ça n'arrête pas les stratégies et aussi, je parlerai des contre-stratégies tout à l'heure. Donc, cette concurrence des mémoires va aussi contribuer à une certaine invisibilisation, parce que chaque fois qu'il y sera question de l'esclavage ou du colonialisme, c'est comme si on attaquait la Shoah. Et donc, voilà. Donc, du coup, il y a une espèce d'invisibilisation. Vous n'êtes pas à la hauteur de ça. C'était vraiment... donc, ça, c'était une stratégie. On commence à voir le vocabulaire de la repentance, par exemple, qui n'est absolument pas... que personne n'avait jamais prononcé. On aura aussi des détournements de certaines idéologies comme le féminisme qui, d'un coup, s'attaquant au patriarcat, va devenir aussi ce féminisme universel qui trouve que le patriarcat en Occident, ok, c'est pas bien, mais il n'est pas aussi terrible que les patriarcats, surtout des sociétés musulmanes, dont des féministes en 1989 écriront que c'est le patriarcat le plus cruel et le plus brutal de toute la planète. Bon. Tout ça, des déclarations sans aucune... je veux dire, c'est des opinions. Il n'y avait rien... mais c'est des opinions qui vont devenir sens commun, qui vont devenir une vérité. Donc ça fait partie de l'effacement. On a aussi le fait que l'intégration, c'est absolument le renoncement à soi et à sa communauté. Ça se passait déjà sous le pouvoir colonial et ça continue. C'est-à-dire l'intégration, ça veut dire abandonner sa famille, abandonner sa communauté. Et ça va passer même dans des scénarios de cinéma ou de télévision. C'est-à-dire que dès qu'on a une jeune fille musulmane voilée, elle lutte pour l'autonomie contre ses pères et ses frères, et la fin du film, c'est qu'elle a gagné en autonomie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de patriarcat, qu'il n'y a pas des pères et des frères qui sont absolument pénibles, c'est pas ça la question, mais c'est le scénario qui met tout cela toujours en avant. Donc des émancipations toujours individuelles, jamais collectives, absolument pas collectives. Donc ça aussi, ça fait partie de l'effacement, alors que toute lutte est collective. On peut se sortir toute seule, évidemment, de certaines choses, mais les luttes sont collectives. Donc ça va contribuer, tous ces effacements. L'islamophobie est une stratégie d'effacement des luttes des femmes, de théorie, de ce que l'islam aussi peut représenter comme cœur de rassemblement, de se retrouver ensemble, de communauté. Donc l'islam sera présenté comme une religion absolument hors de toute religion, alors que le christianisme, le protestantisme, les autres auraient un élément humanitaire, un élément humain,
hein, de la fraternité entre soi. Bon, alors, et que l'islam serait en dehors de ces objectifs. Seuls certains récits vont être diffusés, les récits où les personnes sont victimes, et surmontent la position de victime grâce à des travailleuses sociales françaises blanches, à des professeurs. Enfin, je veux dire, la question vraiment de ce qu'on appelle certains d'entre nous la racisation va être, c'est-à-dire le fait de faire de personnes, de femmes et d'hommes autres, des autres inassimilables qui ne pourraient pas s'assimiler. Donc cette question, évidemment, de tous ces scénarios qui vont vraiment se répandre dans les années 80 va être extrêmement aussi important, va faire partie donc des stratégies d'effacement. Les stratégies d'effacement dans des luttes va aussi passer, bon, je le disais, donc par le cinéma, la télé, les idéologies, dans les musées. Hein, le musée de l'immigration sera une des stratégie d'effacement, c'est-à-dire à la fois de rassembler les mémoires. On sait qu'énormément d'associations ont contribué en donnant des revues, mais la manière ensuite dont c'est présenté, et donc là aussi, c'est la manière dont le récit est fait, même à partir d'archives, peut être aussi une stratégie d'effacement. C'est-à-dire quand même, on montre les archives, hein, on montre, ben voilà, regardez, on a ramassé ça dans les foyers, les gens nous ont donné ça, et en plus, donc c'est un geste de générosité. Mais la manière dont le récit est ensuite transformé, mais même le fait de l'appeler ça le musée de l'immigration, déjà, en l'appelant ainsi, c'était déjà une stratégie d'effacement. Ce n'est pas vraiment des Français, c'est des gens. Alors après, on nous dit, oui, mais il y avait aussi les Italiens et Portugais dans le musée. Mais enfin, on sait bien quand même que ça n'a pas la même chose. Donc ces stratégies sont extrêmement importantes à comprendre parce qu'elles se poursuivent, évidemment, aujourd'hui. Elles ont donc cette longue histoire. Elles se reconfigurent. Elles trouvent aussi des nouveaux moyens de diffusion. Aujourd'hui... Évidemment, la télévision est extrêmement importante, mais aussi dans les jeux. Enfin, il y a toute une série de choses. L'école, évidemment, est un des grands lieux de transmission de l'effacement. On a vu là récemment que même l'esclavage n'apparaît pratiquement plus dans les manuels scolaires. Apparaît de manière en seconde, ça se passe au Brésil et aux États-Unis. Apparemment, en France, il n'y en a pas. Et en première, on parle de l'abolition de l'esclavage par la France. Donc, il y a eu une abolition de l'esclavage, mais ah bon, parce qu'il y en avait. Mais ah bon, il y avait ça, mais où, quoi, comment? Il n'y a aucun lien qui est fait entre le fait qu'il y a toujours des territoires aujourd'hui qui sont peuplés de personnes qui sont donc des descendants d'esclaves, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, et donc qui sont mis en dehors de cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de personnes en France, depuis le temps que j'en parle, il y a quelque chose qui est absolument distant, absolument qui ne concerne pas vraiment la société française. C'est quelque chose là-bas. Et alors, de toute façon, comme l'autre abruti à la télévision, c'est aux États-Unis. Parce que heureusement qu'il y a les États-Unis pour parler de ça. Donc, d'autres stratégies aussi, ça a été évidemment d'imposer des langues, d'imposer des religions, d'imposer des états civils, d'imposer une manière, d'imposer le droit de propriété, leur droit de propriété privée, qui a été contribué aux politiques de dépossession des terres, massivement partout, Algérie, Nouvelle-Calédonie, Madagascar, enfin on pourrait faire toute la liste. Et donc ça aussi, ça contribue, parce que par le droit, on a effacé la manière dont les personnes avaient organisé leur rapport à la société, à la propriété, à la chose qu'on fait en commun ou la chose individuelle. Ça a été effacé. Alors, dans des endroits, on a gardé ce qu'ils appellent le droit coutumier et le droit français, mais ce droit, évidemment, français est beaucoup plus important. Aujourd'hui, à Mayotte, le droit coutumier est en train d'être effacé. Donc, on voit, c'est-à-dire, tout est absolument... La question de l'effacement, ce n'est pas simplement la question d'effacement des luttes, c'est même la manière de travailler, la manière de penser. C'est-à-dire les philosophies de la vie ou de la mort, la manière dont les gens, dont ces peuples concevaient le monde, le rapport à la nature, est effacée. Pendant ce temps-là, on pille les savoirs. Et encore aujourd'hui, par exemple, si on veut parler d'effacement, on sait que la France possède encore beaucoup de territoires dont elle retire énormément de savoir. Pas simplement l'intérêt militaire, l'intérêt géopolitique, mais les savoirs. Ça lui permet d'avoir des recherches dans des zones comme l'Amazonie en Guyane, dans des endroits de volcanologie comme l'île de la Réunion, dans des endroits de lagons comme dans le Pacifique. Je veux dire, énormément de recherches se font
le côté de pillage, d'extractivisme, comme on dit, scientifique est extrêmement important. Évidemment, ce n'est pas des choses qu'on suit parce que ce n'est pas dans les journaux. Et puis, c'est des découvertes sur des molécules, on ne comprend peut-être pas toujours. Mais je vous assure que c'est très important. Les laboratoires sont absolument, évidemment, parce que c'est des études sur le climat aujourd'hui, sur la biodiversité, ce qu'on appelle la diversité, sur les mers, sur les nouvelles énergies, sur les plantes médicinales, notamment. Donc, tous les savoirs autochtones sont pris pour être transformés en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à Tahiti. Donc on voit que c'est absolument énorme, que ça continue, donc cette prise en main. Donc les comptes, ça c'était pour les stratégies, mais on pourra encore, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Hein. Il y a eu ça a été aussi, comment dire, des normes imposées à la manière de s'habiller sur le corps. On sait que ce qu'on appelle les robes tahitiennes n'ont rien de tahitien. Ça a été imposé par les missionnaires. On sait, je veux dire, qu'il fallait imposer des manières de s'habiller. Alors, une fois, il faut dévoiler les femmes, une autre fois, et puis le voile quand même dans l'orientalisme. De toute façon, il n'y avait pas. Je veux dire, et quand ils arrivent aussi au Vietnam, les Français, ce qu'ils appellent l'Indochine, ils trouvent ils sont très troublés parce qu'ils trouvent que les garçons et les filles, on ne les distingue pas vraiment. Ils n'ont pas des corps suffisamment, il n'y a pas assez de hanches, de poitrine, de choses comme ça qui leur permet de distinguer les garçons des filles. Et puis, ils sont habillés toujours un peu pareil. Donc là, ça vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, parce que ça les trouble trop. Et ils vont imposer une manière de différencier, évidemment, ce qu'on appelle les genres dans la langue sociologue. Mais ce que je veux dire, c'est que la pénétration de ces stratégies d'effacement au plus profond de ce que Frantz Fanon a évidemment analysé, mais d'autres ensuite, c'est-à-dire que ça pénètre profondément dans le psychisme. C'est pas simplement externe. C'est vraiment... Donc les comptes stratégies, elles ont été évidemment aussi extrêmement diverses. Elles ont été linguistiques, c'est-à-dire ou de préserver les langues, ou d'en inventer d'autres. Par exemple, dans les sociétés esclaves, l'invention des créoles, des langues créoles. Elles ont été sociales, hein, de préserver aussi des formes de vie différentes, dans les luttes aussi, dans l'organisation de luttes, ouvrières, paysannes ou femmes. Elles ont été politiques, évidemment, dans les révoltes, les insurrections, et ensuite les créations de syndicats, de partis, ça c'était une forme de résistance. Elles ont été internationales, les colonisés, les opprimés ont tout de suite compris l'importance de la solidarité, l'importance de faire connaître son combat hors de l'endroit. Parce que dans le monde colonial, les médias étaient quand même filtrés par le pouvoir colonial. Donc le faire savoir à l'extérieur a toujours été extrêmement important, et comme aujourd'hui aussi, comme évidemment l'intervention sur le Yémen nous le montrait. C'est-à-dire on ne peut pas rester à l'intérieur de quelque chose, il faut sortir. Et donc on a vu après au XXe siècle, on pourrait repenser sur ces stratégies qui ont été la réunion de Bandung, le meeting de Bandung en 1955, les idéologies de les tricontinentales ensuite au Caire ou à La Havane, les idéologies de panafricanisme, de négritude, de panarabisme, de tricontinental, tout ça aussi c'était les formes de comment sortir de la manière dont le monde était créé et imposé par l'Occident et par le capitalisme et l'impérialisme. Comment sortir de cet étau. C'était aussi ces formes de résistance, d'imaginer d'autres formes aussi de développement. Elles ont été évidemment culturelles, la création de revues et de journaux, vous le disiez, et je crois qu'on sous-estime énormément le nombre de journées de revues qui ont été créées depuis les années 50 jusqu'ici par toutes les personnes, tous les groupes qui se sont créés en France et dans ce qu'on appelle les Outre-mer. Elles ont été par des collectes de savoir, évidemment, et puis alors avec les nouvelles technologies, ça a permis des blogs, des endroits d'archives, justement beaucoup plus de travail d'archives fait et de collecte. Par la musique a toujours été extrêmement importante dans la résistance. La musique était vraiment au cœur de la résistance, que ce soit, on le sait, ce qu'a fait Naïma Yahi sur les cafés algériens à Paris ou ailleurs pendant la guerre de résistance, mais aussi par la diffusion d'histoires. Quand on pense par exemple à Bob Marley, il a fait énormément pour diffuser l'histoire de l'esclavage, de la question de l'esclavage, avec Redemption Song ou d'autres. Et donc, c'est aussi, la musique a contribué à faire passer des histoires. Hein. Ou Myriam Makeba, on peut penser à Myriam Makeba, il y a des tas d'autres aujourd'hui aussi, bon, on peut passer. La poésie a été extrêmement importante aussi, la poésie absolument importante, très très fondamentale dans la circulation d'idées de résistance, d'idées de liberté,
Le théâtre dont vous parliez, ça a été aussi, chaque fois on voit que dans tous les endroits, des gens ont créé des revues littéraires, des compagnies de théâtre, on fait de la photo. On sait aussi que dès les mouvements de libération nationale dans les années 60-70, ils faisaient venir des cinéastes de France pour leur apprendre à comment filmer, comment manier une caméra. Donc ça s'est passé en Algérie, ça on le sait, mais ça s'est passé aussi en Angola, en Guinée-Bissau, Mozambique, enfin dans tous ces endroits, tout de suite de comprendre l'importance de l'image, de raconter son histoire, de ne plus être représenté, mais de se représenter, de ne plus qu'on en parle à sa place, mais de faire entendre ses voix. Ça a été donc cette capacité de saisir tous ces outils qui se faisaient et de les reprendre pour soi. Et la diffusion aussi de textes, de théories qui étaient très importants dans les années 60-70, les Aimé Césaire, les Frantz Fanon, les Amilcar Cabral, les Steve Biko. Il y a beaucoup d'hommes, évidemment, mais c'est un peu comme ça. Et de les rediffuser, de les faire connaître aujourd'hui, de multiplier, de construire ces espaces d'autonomie, puisque si l'université ne remplit pas sa fonction d'avoir des endroits de diffusion de savoir à l'extérieur, il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup, il y en a quand même encore aujourd'hui, il y en a énormément. Donc toutes ces stratégies déployées contre le silence et la mise au silence et l'invisibilité sont extrêmement importantes. Alors, il y a aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe, Sonia rappelait des luttes importantes. Alors, il y a un peu plus de diffusion, mais c'est vrai que dans ce qui fait les grandes institutions de diffusion, c'est-à-dire les musées, le cinéma, la télévision, les médias, l'école, l'université, c'est quand même là où... Là, c'est encore très, très en arrière en France. C'est encore très militant. Les stratégies de contre l'invisibilisation sont très militantes, c'est très bien, mais elles n'ont pas évidemment la force de ces diffusions par la télévision. Et je rappelle l'importance des séries télé. Hein. C'est incroyable pour la faire diffuser des idéologies. Le fait que dans les pays du Sud, les programmes d'ajustement structurel ont énormément affecté les politiques culturelles. Beaucoup de librairies ont fermé, beaucoup de maisons d'édition ont fermé, et ça contribue à l'effacement, hein, parce que dans les États postcoloniaux ont aussi un peu leur responsabilité. Donc c'est un énorme effort aujourd'hui qui est quand même en place depuis plusieurs années, plusieurs décennies, mais qui doit se poursuivre de nouveau, effectivement, de constituer de manière autonome l'autre bibliothèque, puisqu'il y a pour reprendre Mudimbe, la bibliothèque coloniale, l'autre bibliothèque qui fait connaître des savoirs, les itinéraires, qui casse l'histoire, une histoire qui raconte vraiment un monde qui serait né en Europe et qui aurait diffusé dans le reste du monde. Je vais juste terminer. Moi, je suis de l'île de la Réunion, et à La Réunion, il y a eu le projet d'un musée il y a quelques années qui ensuite a été... la droite est arrivée au pouvoir et a arrêté complètement le projet. Mais ce n'est pas tellement ça la question. La question, c'était de raconter l'histoire du peuplement de l'île de la Réunion. Et des Français, une compagnie française qui fait ce genre de travail, là, de mettre en place des parcours pour les musées, avait raconté l'histoire, ce qui se passait en France et ce qui se passait là-bas. Donc on était dans un effet de miroir. Révolution française, qu'est-ce qui se passe là-bas? Première République, qu'est-ce qui se passe là-bas? Etc., etc. Le théâtre est inventé en France, est-ce que le théâtre... Donc on était dans un miroir constant. Et en fait, c'était la France qui nous faisait vivre, quoi. C'est-à-dire qu'on était, ils ont fait ça, on va faire la même chose, quoi. Un peu comme ça. Et alors, qui est rapport avec cette question d'invisibilisation. Et nous, on était une équipe, on a dit, mais nous, on est dans l'océan Indien. Or, l'océan Indien, c'est un océan de rencontres millénaires entre l'Afrique et l'Asie, avec tout l'arc là qui prend depuis, parce que en fait, les habitants de cette région du monde avaient compris tout de suite le mouvement des moussons. C'est-à-dire de mai à septembre, le vent vous pousse à peu près du nord de Madagascar, vous fait remonter et vous fait revenir à peu près ce qui était Calicut, donc Kochi aujourd'hui. Et de septembre à mai, vous pousse dans l'autre sens. Donc les boutres, il y a eu énormément de commerce. Et ensuite, à partir de l'Inde, c'était le commerce avec la Chine. Donc on retrouve des céramiques chinoises dans les villes de ce qu'on appelle l'Est de l'Afrique, etc. Et puis vous avez aussi le phénomène donc, de l'islam qui va descendre le long de la côte Est de l'Afrique
et dans la rencontre avec les peuples bantous, va construire ce qu'on appelle la civilisation swahili. Tout ça, c'est en dehors de l'Europe. L'Europe n'a rien à voir là-dedans, quoi. Elle est là-bas, elle est prise dans ses affaires, elle fait ses guerres, etc. Donc nous, on a dit, mais notre espace, c'est l'océan Indien. La France, c'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est que les personnes que la France ensuite déporte là, comme esclaves ou comme travailleurs engagés, ils viennent de pays très développés, à des civilisations développées qui se sont rencontrées, qui ont circulé. Ce n'étaient pas des gens qui attendaient sur la berge que les Français arrivent et les emmènent comme esclaves ou comme travailleurs engagés. Donc on a dit, c'est ça notre bassin culturel, c'est ça notre monde culturel et historique et linguistique. Donc on va partir de ça. Alors évidemment, on ne va pas effacer la France, puisque ça aurait été difficile, mais elle sera là parmi d'autres. Elle ne sera pas la force première. Donc c'est ça aussi, c'est constamment décentrer les regards, décoloniser la manière dont on voit les choses. Et quand tu disais comment refaire un récit ici, ça serait effectivement de dénationaliser presque le récit français, de ne pas vouloir entrer dans le récit national tel qu'il est mis en place, parce que si on rentre, on n'aura qu'un petit paragraphe ou un petit chapitre. On ne changera pas le cadre, la manière de raconter les histoires. Donc comment tu racontes l'histoire de France? En dénationalisant, c'est-à-dire en ne créant pas une histoire vers cette création d'État-nation où s'agrège un petit groupe ici, un petit groupe là, le groupe des Algériens, le groupe des Portugais, etc. Mais en fait, finalement, le creuset serait, comme disait un historien avec lequel je ne suis pas d'accord, le creuset français. Bon. Parce que justement, on nie à la fois les luttes que ces gens apportent, les idées, l'élargissement de l'idée de la liberté, parce que quand les Haïtiens se battent pour la liberté, c'est une conception de la liberté qui est différente de celle des révolutionnaires français, parce qu'ils se battent pas seulement pour se libérer, mais contre l'esclavage. Donc pas seulement contre la monarchie. Ils ont une lutte anticoloniale, puisqu'ils ne veulent plus de la colonie, anti-esclavagiste, ils veulent mettre fin à l'esclavage, et antiraciste, parce qu'ils ont compris. Et la Constitution haïtienne de 1804 déclare, son premier article, que tous les citoyens sont noirs, puisque en réponse au fait que en fait, les citoyens c'était des blancs. Et donc, mais noir ne voulait pas dire une couleur dans la Constitution, ça voulait dire toute personne qui acceptait la Constitution haïtienne. Et d'ailleurs, on sait qu'Haïti ensuite a offert le refuge aux révolutionnaires de l'Amérique du Sud, aux Noirs qui fuyaient, aux Noirs esclaves qui fuyaient les États-Unis ou qui fuyaient les autres îles des Caraïbes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, aux Juifs persécutés en Europe, en leur disant si vous voulez trouver un refuge, on vous ouvre nos portes. Donc ça a été vraiment, c'est une tradition très forte ancrée dans Haïti d'être justement ce lieu. Donc ça, tout cela, c'est aussi donc c'est des manières même de comprendre liberté, égalité, fraternité qui sont différentes et qui doivent être et qui sont là parce que justement cette liberté, égalité, fraternité n'était pas appliquée, c'est-à-dire l'article 1 qui était tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, c'était à l'époque sauf quelques-uns. Et ce sauf quelques-uns, c'est quelques-uns. On dit mais pourquoi il y a un sauf si on est égaux en droit? Parce que n'oublions pas que ça se poursuit, hein, que le code noir sera suivi du code de l'indigénat, que les droits, le refus du droit de propriété, les questions que je parlais des habits, l'interdit de faire famille, hein, puisque sous l'esclavage, il ne pouvait pas avoir de famille, hein, puisqu'on appartenait au maître, mais même après, de rentrer dans les familles et de dire c'est pas comme ça qu'on fait famille. Ce qu'on voit aujourd'hui, l'interdit, on voit aujourd'hui par exemple en Palestine l'interdit de l'enfance. C'est-à-dire les enfants palestiniens sont traités comme des adultes, sont emprisonnés comme des adultes, sont arrêtés comme des adultes, sont occupés comme des adultes. Et c'est vraiment en droite ligne avec ce qu'avait inventé le colonial, le monde colonial. Donc le monde colonial ne nous a pas quittés totalement. Il se poursuit. Donc les contre-stratégies sont des stratégies qui doivent tenir compte de cette longue histoire de stratégies d'effacement et de la longue histoire de contre-stratégies constantes. Il n'y a pas un seul moment où ça s'arrête, de faire vivre des langues, de faire vivre des cultures, de faire vivre des savoirs, de se battre pour la décolonisation des savoirs, pour la décolonisation des arts, pour la décolonisation des institutions. Et en France, ça voudrait dire la décolonisation de la société française. Parce qu'il y a un sentiment que la décolonisation, ça concerne les colonisés, c'est à eux, et que ça ne concernerait pas les colonisateurs. Or, Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme, a parlé de l'effet retour, c'est-à-dire que quand il dit « nul n'esclavagise impunément,
nul ne colonise impunément, ça revient chez vous. Vous ne pouvez pas avoir les idéologies raciales, les inégalités là-bas, et puis ici, ça reste, vous seriez dans le progrès. Ça va revenir, ça revient. Et donc, c'est ce retour, cet effet retour qu'il faut constamment analyser. Sous quelle forme il revient? Donc, il est revenu sous certaines formes dans les années 50, dans les années 60. On a vu en France. Et aujourd'hui, sous quelle forme ça revient? Parce qu'évidemment, on n'est pas dans les mêmes situations, dans les mêmes conditions. Mais il continue à être là. Il continue à agir. Et c'est ça. Et donc, les contre-stratégies, c'est constamment de mettre à jour tous ces points aveugles, toute cette ignorance que j'appelle intentionnelle. Ah, mais je ne savais pas. Non, mais c'est pas difficile à savoir. Hein. C'est vraiment pas difficile. Hein. Je veux dire, s'auto-éduquer, c'est vraiment pas difficile. Aujourd'hui, il faut pousser les gens à aller s'auto-éduquer. Je veux dire, on ne peut plus dire « je ne savais pas, on ne peut pas savoir ». Ce n'est pas vrai. Il y a suffisamment d'ouvrages aujourd'hui, suffisamment de documentaires, de bandes dessinées, d'expositions, de choses en ligne, ça, pour qu'on sache. On ne peut plus dire du tout. Et c'est pas, alors évidemment, c'est pas à l'école, mais alors dans ce cas, c'est aux parents d'enseigner à leurs enfants ça. Moi, à l'école française de La Réunion, j'ai rien appris, et à l'école de la maison, j'ai tout appris. Donc c'est tout à fait possible. Et puis effectivement, de pousser, de se battre pour que les musées changent, pour que l'école change, pour que l'université change, pour que toutes ces institutions, les médias, qui répercutent justement ces mensonges, ces effacements, ces silences, on pousse à faire que ça ne se passe plus. Voilà, merci.